Dieu a voulu que nous soyons là aujourd'hui dans ce studio de Canal FM. Nous l'en remercions, le prions et le prions de bien vouloir aiguiser notre esprit et notre langue à vous servir un bon club de la presse. Nous sommes le jeudi 13 février 2020 et nous entamons aujourd'hui la deuxième semaine de la campagne électorale et nous sommes également à la veille d'une grande fête pour ceux qui aiment conjuguer et se conjuguer en amour. Voilà les deux sujets au club de la presse de ce jour. À la technique, Victor Bekoku, Michel Tomega et Géraud Dakucha. Nous avons également deux confrères au studio. Un est déjà là, le second est en instance d'arrivée. Michel Sarakawa Balo Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tes invités. Bonjour. À nos invités, ce sont également les vôtres. À nos invités, bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices. Et puis salut à Michel derrière la belle vitrée. Merci et nous souhaitons une bonne condition d'écoute à vous tous et vous toutes qui nous écoutez un peu partout dans le monde entier, en Afrique et sur le territoire du Dénigba national. Occasion encore une fois de remercier Michel et Géraud et de faciliter, notamment quand il sonnera 12 heures, de faire en sorte que le maximum d'auditrices et auditeurs qui le souhaiteraient puissent effectivement entrer en ligne en composant les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Ce sera à partir de 12 heures. Et comme une tradition est faite pour être respectée, nous nous y plions avec la pensée du jour. C'est André Gide qui a écrit que la véritable intelligence est celle qui souffre de son insuffisance. La véritable intelligence est celle qui souffre de son insuffisance. C'est André Gide, cité dans le roman « Si l'idée ne germe » de notre compatriote Agba de Landa. Encore une fois, pour nous tous et nous toutes, la véritable intelligence est celle qui souffre de son insuffisance. Avant la campagne électorale que nous allons décliner sous tous ces aspects, abordons un peu ce qui va se passer demain. Pour ceux qui aiment conjuguer et se conjuguer en amour, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Mais le journal Écho du Pays écrit ce matin que la Saint-Valentin, cette année au Togo, l'amour sera célébré dans une ambiance électorale. Mais l'amour va se célébrer également sous la forme d'un séminaire qui va se tenir dans les tout prochains jours. Et nous avons trouvé que c'est l'ONG RAPA qui organise ce séminaire. L'ONG RAPA, dont nous avons le plaisir d'avoir le président ici au studio. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux invités et bonjour aux auditeurs. Eh bien, RAPA, d'abord, qu'est-ce que c'est? RAPA, recherche, action, prévention, accompagnement des addictions, et je suis le directeur exécutif, pas le président. Le directeur exécutif, pour que votre président n'ait pas l'impression que vous êtes tenté de lui faire un coup d'État. Eh bien, RAPA, généralement, vous travaillez dans quel domaine? Alors, RAPA, nous sommes dans la prévention et accompagnement des addictions. Prévention pour limiter le nombre de nouveaux cas de nouveaux consommateurs de substances psychoactives et de drogues. Et accompagnement pour aider ceux-là qui ont commencé la consommation à en sortir. Donc, disons que RAPA, nous sommes dans le bien-être intégral. Nous essayons d'accompagner les personnes à avoir un bien-être intégral. Voilà. Merci. Et nous apprenons que vous organisez ce que vous appelez la deuxième édition de la semaine pour une vie épanouie. Exactement. L'année passée, nous avons organisé une semaine de vie épanouie qui a vraiment plu aux Togolais et qui ont redemandé que le coach qui était là l'année passée soit encore là cette année. Et la première revenue, il est revenu et nous sommes à notre deuxième édition.
Et cette année, ce sera encore plus grand. Eh bien, Alexandre Cormon, qui est demandé par le public et qui a répondu à leur attente. Alexandre Cormon dans ce studio. Bonjour Alexandre. Bonjour Sass, bonjour tout le monde. Merci. Je me rappelle qu'il y a un an, vous étiez à nos côtés ici. Merci de revenir cette année et toutes les années que l'ONG RAPA trouvera important et opportun de vous inviter. Eh bien, vous êtes Love Coach, expert en développement personnel. À moins que vous ajoutiez quelque chose d'autre encore à votre carnet d'adresse. C'est déjà pas mal quand même d'être Love Coach et coach en développement personnel. Eh bien, c'est vous qui allez animer ce séminaire. D'abord, directeur, le séminaire va se tenir quand? Alors, c'est ce samedi 15 février à l'hôtel Eda Oba à partir de 15h00. Eh bien, Alexandre, vous allez animer ce séminaire le samedi 15 prochain, mais vous êtes français et vous exercez en France et aux États-Unis. Dites-nous, est-ce que les réalités concernant nos sentiments, pour ne pas dire notre cœur d'amour, est-ce que ces réalités sont les mêmes qu'on soit en France, aux États-Unis ou bien au Togo? C'est une bonne question, merci Sass pour la poser. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, j'ai 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Donc il y a 4 ans, je me suis installé aux États-Unis. Et pour autant, j'ai une très grande communauté africaine, bien évidemment au Togo, mais également dans les pays voisins. Et je me suis aperçu qu'en coachant des gens partout dans le monde, les problématiques sentimentales sont les mêmes. Sont les mêmes qu'elles soient en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, parce qu'elles sont centrées sur l'être humain. Et le travail que je réalise au quotidien est basé sur les études scientifiques humaines qui me permettent d'accompagner une personne, qu'elle soit au Togo, en France, aux États-Unis. Ce qui va effectivement différencier, ça peut être par exemple la culture, l'éducation, la religion, mais là encore, on peut encore trouver des principes essentiels à chaque être humain pour les aider à trouver les réponses à l'intérieur d'elle-même. Et quand vous intéressez aux problématiques de nous, enfin de l'Afrique sur les questions sentimentales, vous vous intéressez également au coaching de ceux qui sont en couple. Comme Michel Tchadja et sa femme par exemple. Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. Il y a des personnes qui sont célibataires qui ont besoin de retrouver de l'aide. Comme Magloire. Peut-être. Maintenant, le statut va changer bientôt. Je le lui souhaite en tout cas. Et puis il y a des personnes qui sont en couple mais qui peuvent perdre la flamme. Aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes. On pense que c'est pas forcément évident, enfin que c'est pas commun, mais au contraire, c'est beaucoup de personnes qui souffrent dans les relations sentimentales. Et donc mon objectif, c'est d'aider les personnes qui sont soit en couple, soit célibataires, à retrouver confiance, retrouver foi aussi en l'amour et à s'exprimer durablement pour avoir une relation qui soit épanouissante. Eh bien, ce séminaire, le samedi prochain, les célibataires temporaires ou éternels, ceux qui également vivent en couple, on ira pour s'instruire, mais juste un petit avant-goût des thèmes que vous développerez pour le public. Alors, cette conférence, elle est basée sur ce que j'appelle des règles, qui sont en fait des conseils, des astuces que j'aimerais transmettre aux personnes. Il y a à la fois des règles sur le développement personnel, l'idée de pouvoir avoir confiance en soi, de définir ce que l'on veut soi-même. On va également parler aujourd'hui de se respecter dans les relations, d'éviter les relations toxiques, les relations à sens unique, l'amour qui n'est pas réciproque. Et on va terminer sur la relation de couple, comment mieux se comprendre, comment mieux étudier la communication et comment surtout entretenir l'amour dans la durée. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir mettre les bonnes actions sur la durée. Eh bien, ce séminaire avec tous ces sous-thèmes-là à découvrir le samedi 15 prochain. Mais je me tourne vers vous, M. Apedjounou, Jules, le directeur des études de l'ONG RAPA, et il n'y a pas que cette semaine que vous organisez, nous apprenons que vous prévoyez également des actions caritatives. Exactement, voilà, Alexandre Cormon est membre d'honneur de l'ONG RAPA et c'est un monsieur qui a un grand cœur, qui participe beaucoup à l'épanouissement des jeunes, et nous avons décidé cette année encore de faire des dons à des structures de prise en charge d'enfants en difficulté, des enfants de la rue, des enfants en situation difficile. Donc nous aurons 2 activités caritatives que nous ferons avec 2 structures qui accueillent des enfants en difficulté. Et nous aurons aussi des séances de formation aux membres de l'ONG, et nous aurons aussi des journées créatives. Voilà un peu. Merci. Là, c'est des actions que vous faites durant toute l'année, mais le séminaire, c'est samedi prochain. Et si quelqu'un nous écoute et que vous voudrez savoir comment prendre part à ce séminaire? Alors, pour prendre part à ce séminaire, c'est très simple, c'est très facile. C'est juste acheter son ticket à 5 000 francs. Je rappelle que l'achat du ticket, en fait, c'est une modeste contribution, parce que tous les fonds qui seront collectés durant la vente de ce ticket
iront pour soutenir les actions de l'ONG RAPA. Parce qu'en fait, pour participer à une conférence d'Alexandre Cormon, c'est assez coûteux. Mais là, on l'a ramené vraiment à 5 000 francs pour permettre à tout le monde de pouvoir y prendre part. Et aussi, voilà, de contribuer aux bonnes actions de l'ONG RAPA. Donc, rappelons que ce n'est pas des fonds qui iront dans les poches de l'individu, mais c'est pour soutenir les actions de l'ONG RAPA. Merci, c'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons pour nous inviter à nous instruire pour un meilleur usage de nos sentiments, de notre amour, également que les petites contributions vont servir à soulager un tant soit peu la peine de ces déshérités que nous côtoyons au jour le jour. Merci, mais Jules et Alexandre, comme nous avons commencé ensemble, si vous n'avez pas d'urgence, vous restez à nos côtés et on termine ensemble. Pendant que nous saluons Magloire Teko Kenvi, bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères et invités autour de la table. Bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices. Et vous avez appris que ce séminaire de samedi s'intéresse aussi bien à ceux qui vivent en couple ou bien aux célibataires comme vous. Bien évidemment, je crois quand même que c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permettrait d'accompagner, n'est-ce pas, ceux qui se sont lancés dans cette dynamique d'union-là, parce que ce n'est pas évident. Comme on le sait, c'est une union de 2 ou plusieurs, en tout cas de 2 personnes issues de familles différentes, issues de milieux différents, forcément avec des éducations différentes, et ça a forcément des conséquences sur le vivre ensemble de ces individus-là. Et donc, si les formateurs sont peut-être à la 2e ou 3e édition, c'est parce que forcément il y a des retombées positives de ce qu'ils font sur la masse. C'est pour cela qu'ils sont encore là. Et donc moi je les félicite et j'encourage vivement ceux qui sont déjà en couple, ceux qui ne sont pas encore à faire la démarche, à les approcher vivement, parce que je sais qu'il y a un secret qui est caché là. Merci. Je peux également vous confier cette confidence. C'est l'amicale des mariés chrétiens. Il s'appelle Amicale des foyers chrétiens. Ils sont sur la paroisse, sur la station secondaire Christ ressuscité à Logoté. Le samedi, l'après-midi à 15h30, ils organisent une grande messe, une cérémonie eucharistique. Après, ce sera la grande fête. Magloire, malheureusement, je ne pourrais pas vous inviter parce que c'est pour les mariés chrétiens de plus. Bon, je vais vous rejoindre sous peu. Merci. Ceci étant, on va aborder la page sociopolitique, mais comme nous aimons le faire aussi de temps en temps, un vieux constaté, et aujourd'hui, le vieux constaté va porter sur une réalité sociopolitique, ici chez nous au Togo, autrement dit, la problématique de la lutte pour la corruption. Et nous sommes tombés sur une tribune publiée par le juge Sohana Ouiao, qui préside la APLUSIA, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et crimes assimilés. Eh bien, le président de la APLUSIA a sorti le bilan de la lutte contre la corruption au Togo. C'est un document assez dense, mais que je vous invite à parcourir. En tout cas, Liberté le publie aujourd'hui. Le bilan de la lutte contre la corruption au Togo. C'est une publication d'hier seulement, 12 février, de M. Ouiao et Sohana, qui est le président de la APLUSIA. APLUSIA, dont vous êtes un peu partenaire, Michel Tchadia. Vous également qui présidez une association des journalistes qui combattent la corruption. Ah oui, je pense que c'est... Je n'ai pas encore lu la tribune. Je pense que j'aurai le temps de la parcourir pour voir exactement. Je sais que APLUSIA, depuis qu'elle a véritablement pris place dans ces locaux, a entamé un travail important. Et c'est sûr que par rapport à la lutte pour laquelle cette institution a été créée, j'ai l'impression que beaucoup de choses sont en train de prendre corps, et c'est sûr que dans cette tribune, il a peut-être pris le temps d'exposer ça. Nous allons peut-être avoir le temps de voir concrètement cela. Mais globalement, dans l'ensemble, il faut dire que la corruption existe bel et bien, mais il y a quand même des instruments qui sont mis en place et qui sont chargés de la combattre. Quand nous prenons l'expression
général d'État, dont les compétences ont été renforcées tout récemment par un décret pris en Conseil des ministres, la Cour des comptes qui est là, et Métocob, qui est une association aussi de lutte contre la corruption, une association de journalistes. Je pense que progressivement, il faut pas que les gens s'attendent que un jour ou l'autre la corruption sera anéantie. Ce serait un leurre. C'est progressivement que la corruption, la lutte contre la corruption va prendre corps, et c'est tout le monde, chacun à son niveau doit faire en sorte que c'est le changement de comportement, le changement d'attitude que nous avons au quotidien. C'est progressivement que la lutte vraiment pour réduire d'une manière drastique la corruption vraiment aura un sens. Merci. Quand nous parlons corruption, nous regardons trop souvent vers le sommet de l'État, les politiques, le milieu des affaires, la justice, la apprécier naturellement, mais il y a nous aussi, les journalistes, les opérateurs économiques, le citoyen lambda. Michel, ouais. Pour vous paraphraser, je dirais que la lutte contre la corruption doit être un grand mouvement d'ensemble. Ah oui, je donne un petit exemple. Bon, on pense que quand on parle de lutte contre la corruption, c'est le haut sommet. Non, au quotidien, les actes que nous posons, vous avez vu violer, vous voyez le feu rouge, le feu tricolore, comme on le dit, mais le policier qui est en embuscade vous interpelle. Et bon, peut-être il vous dit, bon, mon frère, il faut parler bien et vous parlez, et vous passez. Bon, parler bien là, c'est quoi? Justement, il faut expliquer à Alexandre Cormon ce que ça veut dire parler bien. Non, je vais l'expliquer hors micro. Mais ça là, ou alors, c'est vous-même c'est vous l'auteur après avoir violé le feu tricolore, vous tendez quelque chose aux policiers, aux gendarmes, vous dites, mon frère, bon, prends ça et puis, bon, laissez-moi passer. Ça, là, c'est des faits de corruption au quotidien, mais qui semblent rentrer dans nos habitudes. Mais c'est des faits de corruption. Nous devons faire un effort de nous débarrasser de tout ça, là. Merci. Nous sommes en période de campagne électorale et le sujet de la lutte contre la corruption est également arrivé dans le débat. Et comme l'écrit le journal Togo Matin, ce matin, à sa une, dernière heure, le président va veiller à sévir. C'est ce que le ministre Gilbert Bara a dit dernièrement sur un média lorsqu'il a été interrogé sur la problématique de la lutte contre la corruption. Et Togo Matin, qui cite Gilbert Bara, écrit que le président va veiller à sévir. Et le journal écrit effectivement que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Gnassingbé, est passé à la vitesse supérieure en matière de promotion de la transparence à tous les niveaux. Certains scandales financiers, avérés ou non, ont été révélés au public par des journaux ou des lanceurs d'alerte. La Aplucia en est saisie et Gilbert Bara dit que le président Faure Gnassingbé, si d'aventure il est réélu, il va désormais sévir. Et il y a un fait sur lequel vous attirez notre attention, Magloire Teko Kenvi. Vous nous transportez dans la banlieue est de Lomé, dans le quartier Enfamé, plus précisément au marché d'Enfamé, et vous demandez si le marché d'Enfamé est un éléphant blanc. Oui, justement, et c'est un constat que nous avons fait. Vous savez, depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement s'est engagé dans une dynamique de restauration, n'est-ce pas, de nos marchés. Et quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous allez voir que le ministère du Développement là-bas, notamment par sa branche, la NADEB, s'est mise depuis quelques années à construire des marchés soit de type cantonaux, de type préfectoraux. Mais le constat qui est fait, c'est que les populations, les bonnes dames, les commerçants hésitent, n'est-ce pas, à utiliser ces sites-là. Et quand vous leur posez la question, on ne vous explique pas véritablement ce qu'il y a, mais c'est que le constat qui est fait, c'est que l'investissement que le gouvernement a fait en construisant ces marchés modernes de type cantonaux ou de type préfectoraux ne sert pas à grand chose véritablement. Vous rappelez, ces dernières semaines, nous avons abondamment parlé du nouveau marché de Niamtougou ou de Coca qui souffre toujours de recevoir ses commerçants et acheteurs. Et
le cas de Niamtougou n'en est qu'un camp parmi tant d'autres. Vous allez à Palimé, par exemple, le marché du château qui a été rénové, mais à l'étape actuelle, les bonnes dames refusent toujours d'y aller parce que c'était fait dans l'intention de décongestionner un peu le grand marché de Palimé, mais les commerçants sont toujours restés là-bas, alors que quand il pleut, les commerçants, les étalages et tout ça sont inondés. Mais les gens restent toujours là-bas. Et donc, moi, je crois que c'est une très bonne chose de vouloir construire des marchés, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en Afrique et il y a des considérations un peu métaphysiques par rapport à ce qui est commerce et tout. Et donc, les gens n'expliquent pas véritablement pourquoi ils ne quittent pas ces lieux, mais le constat est là, c'est que les marchés tels que construits ne servent véritablement pas à grand chose. Et l'un des cas que nous avons cités, en tout cas c'est le cas véritablement du marché d'Amfamé, où quand vous allez là-bas, c'est les moutons, c'est les chèvres, c'est les poules qui se promènent. Alors que la construction de ce marché a coûté de l'argent du contribuable. De l'argent à l'État togolais. Donc nous estimons que c'est une très bonne chose, mais il va falloir parce que ça se répète en réalité, et là il va falloir qu'on se remette en cause pour savoir ce qui se passe concrètement. Et nous estimons dans notre rédaction que de tels genres d'initiatives normalement devraient s'accompagner, en tout cas devraient être une dynamique unitaire où on devrait aussi associer ceux qui sont les véritables acteurs pour que le produit fini soit un produit qui soit d'une dynamique unitaire et non imposé aux gens. Merci. Ces marchés dont nous parlons, bien sûr construits par l'État, mais ils relèvent de la responsabilité des communes, notamment des nouveaux maires. Et les nouveaux maires devraient s'approprier également cette tribune publiée par M. Urobossi Chakondo, qui est expert en décentralisation et qui dit, entre autres, que si les nouveaux maires veulent être performants, il faut 3 points de suspension. Et bien ce que les nouveaux maires doivent savoir et faire pour être performants, ils doivent découvrir cette tribune de M. Urobossi Chakondo que publie aujourd'hui le confrère Liberté à la page 6. Eh bien, ceci étant, nous passons maintenant à la campagne électorale. Michel, comme vous le savez, la campagne a été ouverte il y a exactement une semaine et aujourd'hui, nous abordons le deuxième jour, le premier jour de la deuxième semaine de campagne, et vos journaux ont fait des constats que nous allons partager avec le public et commenter. Eh bien, le confrère Le Changement écrit que la campagne électorale bat son plein. Et Le Changement trouve que sur le terrain, les candidats, tous autant qu'ils sont, rivalisent d'ardeur pour la conquête de l'électorat. Autre journal, c'est le Tonnerre Teounyamsa, qui écrit, lui, à sa manchette que de Lomé à Saint-Cassé, le candidat Faure Gnassingbé est validé par les populations. Autre journal, c'est Ouara les vainqueurs. Vous écrivez à votre manchette opération de charme du parti uni, unir très visible sur le terrain à travers son champion. Et comme le candidat de Unir a commencé sa campagne depuis le Grand Nord, il descend progressivement vers le Sud. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment Unir et son candidat sont vraiment visibles sur le terrain. Michel. Ah oui, généralement, lorsqu'on sent qu'on est en position de force, on ne fait pas beaucoup d'efforts, mais le constat qu'on fait, malgré que tous les observateurs s'accordent pour dire que Unir est en position de force, malgré tout cela, ce parti est véritablement sur le terrain à travers, comme nous l'avons dit, son champion, qui déjà dès les premiers jours du lancement de la campagne était descendu lui-même dans les arènes. Il a commencé par Dufalgou, je ne vous apprends rien. Après, il était à Dapan, à Saint-Cassé, à Bafilo, en descendant, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il sera à Soutouboa et à Sokodé. Après que hier, il était à Kwele, je pense à Hamou. Donc, tout ça. Mais il a fait un peu goïta aux gens du mont, des plateaux d'Agni,
qui l'ont beaucoup attendu le mardi, mais il n'a pas pu y arriver. Officiellement, il semble que ce sont les conditions atmosphériques qui ont fait que l'hélicoptère à bord duquel il fait sa campagne n'a pas pu monter au pays d'Ani. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas oublié nos frères et sœurs de Daï. Ça veut dire que même s'il ne pourra pas avoir le temps d'arriver, là-bas, il y a ces lieutenants, en tout cas les responsables du parti, certains responsables qui vont peut-être amener le message du parti au pouvoir. Donc je disais donc par rapport à ce que nous avons fait, moi j'étais un peu au nord, j'ai suivi un peu comment ça se... On sent que le parti est résolument décidé à vraiment arracher peut-être un score écrasant, faire subir à l'opposition des fessées électorales. Et donc, on sent que tout a été mis en œuvre pour qu'il y ait une mobilisation générale et parallèlement, il y a aussi les gens organisés au niveau du parti qui font aussi le porte-à-porte. Donc, ça veut dire que rien n'a été laissé au hasard par le parti au pouvoir. Et à côté, nous avons essayé aussi de parler des adversaires du parti au pouvoir, notamment le MPDD, Santé du Peuple et autres. Moi, j'étais au nord juste après le lancement de la campagne, et j'ai fait le mouvement en descendant pour essayer de voir, j'ai peut-être pour mémoire, j'ai juste rencontré une caravane de l'ANC, qu'elle part sur la route de Tchamba en venant à Sokodé. C'était un petit groupe. Sinon le reste, pour ce qui concerne les autres partis de l'opposition, en tout cas dans les starting blocks, je pense que vers le sud ici, il y a eu quelques actions de la part de Santé du Peuple, de Wolu et autres, mais globalement c'est que les partis d'opposition peut-être ils vont peut-être s'en servir de cette deuxième semaine pour mieux se faire voir du public. Sinon les 7 premiers jours, franchement, les partis politiques de l'opposition n'étaient pas vraiment ancrés sur le terrain. On peut quand même nuancer un peu, dire que l'ANC, son candidat Jean-Pierre Fabre, lui aussi il a commencé comme Fort Gnassingbé dans le Grand Nord. Lui aussi, il descend il était à Mango, progressivement vers le sud. Et l'ANC est son candidat qui devrait être aujourd'hui, si je ne me trompe, juste un moment que j'actualise mes données. Non, globalement, oui. Ce qu'il faut dire, quand vous voyez sur le terrain la mobilisation qu'il y a du côté du parti au pouvoir et ce que nous constatons du côté des partis de l'opposition, il n'y a pas photo. C'est vrai, tu parlais de l'ANC qui était à Mango. Il semble que c'est par là même que l'ANC a commencé vers Mango. Ils ont commencé à Saint-Cassé. À Saint-Cassé, bon, en descendant. Mais il n'y a pas un engouement, il n'y a pas une adhésion comme ça. Partout où il passe, je pense que là où moi j'ai eu le temps, c'est pourquoi j'ai parlé de ce que j'ai vu. J'ai vu l'ANC qui venait de Tchamba vers Sokodé, qui avait fait un meeting, je pense, à Kambolé. J'étais arrivé sur le terrain aussi. J'ai eu à voir, à demander, à voir comment ça s'est passé aussi. C'était pas aussi des grandes foules. Merci. Justement, l'ANC sont candidats qui doivent être aujourd'hui à Kamina, dans la Kébou, à Kounyoou, à Badou, à Zogbegan, dans le Wawa, à Amlamé, à Amouoblo, à Sodo, à Pele. Un véritable marathon. Donc, voilà le vainqueur qui écrit que Unir est très visible sur le terrain à travers son champion, on dirait même, et les cadres unis. Mais à côté, une semaine après le démarrage de la campagne, Ouattara le vainqueur trouve un début timide pour les candidats de l'opposition. Autre journal, c'est l'Audience, le journal Audience, qui écrit que Unir se révèle étincelante sur le terrain. Tous les coins du pays sont quadrillés par le militant et les cadres du parti uni. Écho du pays dit un peu la même chose, qui écrit que le candidat de Uni a le vent en poupe, et Écho du pays donne les 10 raisons pour lesquelles il faut voter Fort Gnassingbé
et Écho du pays, qui parle aussi des autres et écrit les candidats de l'opposition également en campagne. Voilà les réalités de la campagne. Mais on peut continuer avec la Nouvelle Tribune qui, parlant des 6 candidats en face de Faure Gnassingbé, la Nouvelle Tribune parle tout simplement de baroud d'honneur. Et quant à vous, Flambeau des démocrates, à la page 3, vous faites le constat des 8 premiers jours de la campagne électorale. Votre appréciation au Flambeau des démocrates, Magloire? Oui, mais disons tout simplement que dans l'ensemble, on dira que le début de la campagne est un peu titubant. Ce n'est pas le grand engouement qu'on voit. Bon, ici au sud, parce que d'après les échos qui arrivent... Même dans le Grand Nord, on a vu par le passé comment est-ce que le président Faure faisait bouger les lignes à l'intérieur du pays. Mais cette année particulièrement, oui, parce que justement, on voit le chef de l'État plus garni avec les moyens, beaucoup de moyens, plus que l'opposition. Michel le disait tout à l'heure, et ça ne surprend pas. D'abord, le chef de l'État qui est en hélicoptère, on peut pas lui en vouloir. C'est la vie, c'est les moyens, les tout font le chanter. Mais la réalité, c'est que quand vous voyez un peu, c'est un peu, quand on prend un peu le pays, vous allez voir que tous ceux qui sont, enfin, la majorité des opérateurs économiques, des directeurs de société, sont presque eux tous des militants de UNI. Et donc, les grandes affiches même que nous voyons en ville, on vous dira plus loin que ce ne sont vraiment pas des œuvres du parti UNIR en tant que tel. C'est des bonnes volontés qui les confessionnent. C'est des militants qui s'engagent à faire de ces genres d'affiches. C'est pour vous dire qu'en réalité, le parti UNI, au-delà du parti en soi, regorge des militants bien nantis qui prennent également en charge beaucoup la confession de beaucoup d'affiches. C'est pour cela que vous allez voir que le parti UNI est beaucoup plus visé. Et en plus de ça, il y a plusieurs associations qui militent également en faveur du parti UNI. Et donc, même des partis politiques comme la Clé ou le parti Clé, par exemple, qui appellent à voter UNI. Il y a le parti Bâti qui appelle également à voter UNI. C'est pour vous dire que UNI n'est pas seul. UNI ne fait pas campagne seul. UNI se fait accompagner par non seulement ses militants, ses cadres, mais également ses sympathisants, ses partenaires politiques et stratégiques et tout. Et donc, pour moi, fondamentalement, les moyens sont un peu déséquilibrés. Et donc, il ne serait pas trop objectif de vouloir faire ce rapport de force-là entre les partis de l'opposition qui n'ont pratiquement rien passé. Quand vous voyez, même à Lomé, aujourd'hui, quand vous analysez un peu, on vous dira que peut-être le principal challenger de Faure Gnassingbé cette année, c'est le candidat de la dynamique, Podro. Mais vous allez voir en ville, est-ce qu'il y a d'affiches du candidat Agbeo, mais vous ne verrez pas grand-chose. C'est pour vous dire que je ne dis pas que UNI a mal fait d'investir la capitale, les villes de l'intérieur du pays. Mais il faut comprendre que tout est question de moyens. Et quand on parle de moyens, les partis politiques, surtout de l'opposition, n'ont vraiment pas les mêmes moyens que le parti présidentiel qui est au pouvoir. Il faut le dire du père au fils, ça fait 54 ans, c'est beaucoup. Merci. Alors, pour ce qui est des moyens de campagne, Focus Info, à la page 3, à la page 5, nous informe sur combien peuvent dépenser les candidats pendant la campagne électorale. Et selon la loi, les dépenses de campagne ne devraient pas excéder 500 millions de francs CFA. L'instance a même d'évaluer les frais de campagne nous situera en temps opportun. Alors, Michel Magloire le disait, des partis comme Clé, un autre parti comme Bâti, ont appelé ouvertement à voter pour le candidat Faure Gnassingbé. D'autres personnalités comme les artistes, les Toufan, comme Eric MC, ont également appelé à voter pour Faure Gnassingbé. Des personnalités comme Isaac Chiakpe de l'UFC,
appelle également à voter pour Faure Gnassingbé. Une autre personnalité comme Sir Adomayakpo a publié une tribune également pour voter pour Faure Gnassingbé. Alors, qu'est-ce qui explique le ralliement de ces partis et personnalités sur la candidature de Faure Gnassingbé? Peut-être ces personnalités seraient ici qu'elles vont vraiment mieux t'expliquer, mais avec l'œil de journaliste que je suis, je dis seulement qu'ils ont compris que l'homme de la situation, c'est Faure Gnassingbé. Celui qui peut garantir la sécurité, la paix et la cohésion sociale, c'est Faure Gnassingbé. Ils l'ont compris. Ils ont pris le temps d'observer les adversaires de Faure Gnassingbé depuis des années. Ils ont vu leur manière, leur fonctionnement, tout ça là, ils se sont rendus compte que il faut quand même faire le bon choix, et ils sont allés vers le chef de l'État. Vous avez cité ceux qui l'ont cité, mais aux dernières nouvelles, il y a certains militants de l'ANC dans une autre préfecture vers le nord qui appelleraient à voter aussi pour Faure Gnassingbé. Il y a un confrère qui a fait passer l'information. Il y aurait des militants de l'ANC dans une partie de Tchaoudjo qui auraient appelé à voter pour Faure Gnassingbé. Donc tout ça là, c'est que les gens, depuis une semaine, les gens ont eu le temps de voir comment les choses se passent sur le terrain, comment même dans certaines localités, avant même que le chef de l'État n'arrive, comment les cadres unir, comment les associations qui soutiennent le chef de l'État sont organisés. Ça dit que ils ont vraiment, comment on le dit, quadrillé tout le terrain. Ils n'offrent même pas d'espace, mais quand vous voyez ça, vous avez une idée de ce qui va se passer le 22 février prochain. Donc, naturellement, il y a des gens qui trouvaient peut-être à critiquer le chef de l'État, à dire ceci, mais qui ont compris que finalement c'est l'homme de la situation, et ils sont rentrés dans les rangs. Vous avez parlé de Eric MC, vous savez ce que ce monsieur a fait de par le passé pour le compte de l'opposition, mais il a fini par comprendre que l'heure est venue de tourner le dos à ces gens-là qui passent leur temps à s'enrichir avec le pouvoir, mais qui laissent les soutiens qui errent comme ça. Donc finalement, Eric MC, il a fait le bon choix à mon avis, parce que comme quelqu'un le disait, cet homme n'a pas trahi, n'a pas vraiment trahi. Il a pris le temps de s'agir et de comprendre que quand vous suivez des gens qui n'obtiennent jamais de bons résultats, qui passent leur temps à penser à eux-mêmes que de penser à leurs militants et choses, il vaut mieux à un moment donné prendre un bon choix, décider de faire un bon choix. Merci, et c'est ce que Eric MC a fait. Le ralliement sur la candidature de Faure Gnassingbé, c'est Arakiri qui écrit aujourd'hui, parlant de Eric MC, que cet homme n'a pas trahi. Mais les appréciations sont diverses sur oui, naturellement. ce sujet. Donc, le candidat de UNIR et ses cadres qui quadrillent le territoire, certes, mais ces derniers temps, on apprend des incidents, notamment de perturbations des équipes de campagne d'un candidat comme Jean-Pierre Fabre de l'ANC. Nous en parlons encore aujourd'hui avec le confrère, le tonnerre Théo Nyamsa, qui écrit à la page 5 que l'ANC déplore les perturbations de certains de ses meetings. Et l'ANC a déploré ça au cours d'une campagne, au cours d'une conférence de presse. Et dans les instants qui ont suivi, le ministre Christian Trimois est intervenu pour justifier un peu, enfin pour expliquer. Trimois qui a dit que à Sotobois, par exemple, le meeting de Fabre n'a pas été perturbé, mais c'est une réalité sociopolitique de ces milieux-là. Comme un défi, chacun le prendra comme il entend. Et il y a également le ministre Payadoa Boukwesi qui est sorti pour s'exprimer sur le sujet. Et à ce sujet, à son sujet justement, Liberté écrit: incident de la campagne électorale, le jeu dangereux de Payadoa Boukwesi. Alors ces incidents vous interpellent. À Flambeau des démocrates, Magloire, vous écrivez à la page 3, campagne électorale dans ce duel. Faure Agbeyome d'un côté, un peu les incidents de
survenue à Fabre, vous écrivez l'escalade verbale qu'il fallait éviter. Oui, justement, l'escalade verbale qu'il fallait éviter à tout prix. Pour dire tout simplement que ce que nous avions assisté en tout début de campagne, ce n'était vraiment pas honorant de la part des candidats, en tout cas de la part du chef de l'État, qui est le candidat de UNI, et de M. Agbeyome Kodjo, qui est le candidat du MPDD. Vous êtes tous au courant que ça a été le président de la République a été le premier à lancer la pique à Niamtougou, en parlant justement de provocation. Ça, on peut le comprendre, mais il est un peu allé loin dans ces termes en parlant d'arrogance, parlant justement de M. Agbeyome Kodjo, en parlant de manque d'humilité, faisant également référence à lui, parce que justement le prélat lui aurait, ou bien pas lui aurait, mais lui a donné, n'est-ce pas, le drapeau national lors de sa messe d'investiture, ce que le président de la République n'a vraiment pas accepté de bon cœur. Il a aussi qualifié ça de provocation. De provocation, et voilà. Et donc, pour lui, le candidat Agbeyome Kodjo a fait preuve d'arrogance, a fait preuve de manque de maturité, de sagesse et d'humilité. Et donc, quand le chef de l'État, qui est le premier des responsables, en tout cas le premier des Togolais, dit ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une personnalité morale qui influence beaucoup. Et quand il dit ça, naturellement, les militants sont braqués. Et donc, vous allez voir que la suite logique par rapport à ce qui s'est passé à Sotouboua, à Bassa, pour moi, ce n'est que la suite logique de ce que le président de la République a semé entre griffes à Niamtougou. Mais parallèlement à ça, vous allez voir... Un peu à la suite du chef de l'État, on a également suivi un peu les interventions de ces militants comme Gilbert Bawara et Christian Trimois, les termes, enfin, la façon dont Bawara et Trimois ont parlé des autres candidats, notamment Agbeyome Kodjo. Justement, c'est pour cela que je vous disais que le ton a été donné en fait par le chef de l'État. Et naturellement, les ministres Bawara et Trimois, qui sont au-delà de tout des militants du Parti Uni, c'est normal qu'ils emboîtent le pas de leur patron, de leur champion. Et vous allez voir que en retour, le candidat Agbeyome également a répliqué en disant notamment que Sifo Nyasingbe lui reproche d'avoir pris, en tout cas, le drapeau national à l'église, que lui ne comprend pas parce que on assiste souvent à des messes dites par des pasteurs à Lomé qui prient pour la paix, pour le Togo, mais qui ont également des drapeaux togolais avec eux. Et là, le chef de l'État n'a rien trouvé à dire à eux, mais c'est à lui qu'il trouve à reprocher quelque chose. Et par après, le chef de l'État reproche également au candidat Agbeyome Kodjo de s'être adressé, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre de sécurité. Et ça également, ça n'a pas plu au candidat Agbeyome, qui lui a répliqué en disant en substance que est-ce que les forces de défense et de sécurité sont au service de la famille Nyasingbe ou au service du Parti Uni? Et encore que les forces de défense et de sécurité font partie du corps électoral. Et donc, pour lui, il ne trouve pas d'inconvénient en s'adressant, n'est-ce pas, à ce corps professionnel-là, qui, au-delà de tout, fait partie également du corps électoral. Et donc, vous allez voir que c'est véritablement une guerre de mots qu'on a assisté de la part du président de la République et de la part du président du MPDD. Et ça, les militants aussi des deux bords sont rentrés dans la dame. Vous avez fait cas du ministre Bawara, qui, on le connaît depuis fort longtemps avec ses discours assez virulents, le ministre Trimois également, mais derrière Agbeyome également, vous avez vu le prélat, le prélat Monseigneur Kodjo, oui. Quand il a voulu répliquer aussi, ça a été un peu trop dur, plus que tout ce que les autres ont fait, en des termes peu élogieux, je ne vais pas répéter ça ici, mais quand on parle du chef de l'État comme cela, lors de la campagne, parce que vous n'êtes pas à savoir que tous les médias internationaux ont leur projecteur braqué sur le Togo actuellement. Et quand on entend ça de la bouche du prélat, qui est aussi une autorité morale très respectée dans ce pays, ça voudra dire que la tension, elle est un peu vive
au pays. Et donc moi je me dis on aurait pu éviter tout ça si le chef de l'État avait lui-même pris de la sagesse, pris de la hauteur, en évitant de lancer cette pique-là qui a pris dans les deux camps. Mais fort heureusement, je me rends compte que par la suite, je ne sais pas si ça a été le travail des conseillers. Les jours qui ont suivi, les candidats se sont un peu beaucoup plus attardés au projet de société. Et je me dis, c'est ce qu'il fallait faire depuis et non s'attaquer aux gens. Cette escalade, heureusement verbale pour le moment, entre Faure Gnassingbé et ses porte-parole d'un côté, Agbayome également, et son entourage, notamment cette vidéo qui circule de façon virale, la façon dont Monseigneur Podjoro parle, enfin, c'est une allusion, mais tous les Togolais comprennent, et surtout que cette allusion est faite à l'endroit de la personne qui est quand même président de la République. C'est de mauvais exemples qu'on donne aux enfants. C'est comme ça que le parent que je suis parlerait. Eh bien, nous revenons ici dans l'émission avec ce qui devrait intéresser les candidats, leur entourage. Cet article de Focus Info qui écrit à la page 4, les clés du scrutin présidentiel du 22 février. Et Focus rappelle que le corps électoral, c'est un peu plus de 3 600 000 hommes électrices et électeurs qui vont voter dans 9 389 bureaux de vote situés dans 445 centres de recensement et de vote. Et Focus Info dit que le taux de participation sera en grande attraction le 22 février prochain. Et Focus également qui trouve que la région des plateaux peut se révéler faiseur de roi. Sur des calculs, Focus Info écrit que la région maritime contient 40% du corps électoral. La région centrale, un peu plus de 10%. La région de la Kara, autour de 15%. Et la région des Savanes autour de 13%. Focus Info trouve que la région maritime est ou serait acquise à l'opposition. Les régions centrales, Kara et Savane, acquises à Faure Gnassingbé, et que c'est la région des plateaux avec 20% du corps électoral qui pourrait arbitrer le jeu électoral. Bon, ça ce ne sont que des estimations de journalistes. La réalité nous situera. Maintenant, autre point de cette élection, il y a ce journal, Le Rendez-vous, paru aujourd'hui, et qui parle de capitulation négociée d'une certaine opposition. Le journal Le Rendez-vous se demande, et si les élections se négocient? Et parlant de l'élection dont la campagne, Le Rendez-vous parle purement d'une foire au cancre. Autre journal, c'est Liberté Liberté plutôt, quel journal? Je me perds un peu dans mes papiers. Et un journal qui a approché, oui, c'est plutôt Le Changement, qui a approché le professeur David Dossé, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, qui a accordé récemment un entretien au confrère letabloid.com. David Dossé qui dit, citation, « Ce serait vraiment naïf d'espérer de la part de ce régime un processus électoral transparent qui respecte les standards internationaux. » Là, ce sont des positions que les gens expriment, mais fait concret, Michel Tchadja, hier, le groupe des 5, à savoir les représentations diplomatiques de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de l'Union européenne et le système des Nations Unies, ces représentations diplomatiques ont rencontré le président de la CENI, ils ont échangé, et d'autre part la CENI également qui a rendu public un communiqué nous informant que tous les électeurs peuvent consulter, peuvent découvrir leur bureau de vote par une application sur les compagnies de téléphonie mobile Togocel et Move. Voilà l'ambiance générale, les efforts que fait la CENI pour s'ouvrir au grand public, l'accompagnement diplomatique de ces 5 pays, mais ceux qui continuent à se montrer sceptiques. Avant
de répondre à ta préoccupation, je voulais d'abord parler un peu des moyens, comme le disait mon confrère, que il y a une disproportion en ce qui concerne les moyens, parce que le parti au pouvoir aurait plus de moyens que les partis d'opposition. Je pense qu'il y a en la matière une institution qui veille à ce que ce plafond dont tu parlais, le plafond de 500 millions de que francs ne soit pas à cette institution de veiller pour nous dire si certains ont dépassé ou pas. Sauf, Michel, que la Cour des comptes va constater après. Oui, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la loi qui le dit. C'est par après. Mais fondamentalement, en matière de campagne électorale, en matière de conquête de pouvoir, les pauvres sont exclus parce que c'est les moyens avec les moyens qu'on arrive à conquérir le pouvoir. Et si vous êtes pauvre, vous voulez faire la politique, soyez crédible pour que ceux qui ont de l'argent viennent vous soutenir. Si on voit que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas en mesure d'atteindre vos objectifs, ça n'est pas la peine. Donc, que les gens n'aillent pas faire l'avocat défenseur de certains qui n'auraient pas les moyens ou ça ce n'est pas ici qu'on doit défendre ça. La politique se fait avec les moyens. Et si vous n'êtes pas crédible, si vous n'avez pas les moyens, on ne vous invite pas en politique. La politique se fait avec les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes crédible, parce que certains donnent l'exemple de Barack Obama qui n'aurait pas de moyens. Qu'est-ce que vous mettez dans crédibilité? Je comprends crédible, pas. C'est-à-dire être en mesure de conquérir le pouvoir. Être en mesure, réunir les moyens de conquérir le pouvoir. Et Barack Obama n'avait pas de moyens, mais les gens sont venus avec les moyens. Vous parlez puisque c'est ces exemples-là qu'on donne souvent, de Macron oui, les gens ont vu qu'il a vraiment l'allure il a quand même la possibilité de conquérir le pouvoir. Les gens sont venus avec les moyens pour le soutenir. Voilà là où il est. Donc, en termes de moyens, ce n'est pas l'occasion de dire quand on veut le pouvoir, c'est qu'on cherche les moyens. Et je pense que tous ceux qui concourent actuellement ont chacun, en ce que le Conseil cherche les moyens. Pour revenir à ta préoccupation, je voulais dire que c'est vrai, les choses évoluent. Si le groupe des 5 approche la CENI c'est pour voir l'état d'évolution des choses. Et la CENI, d'une manière transparente, communique par rapport à l'évolution du processus en renseignant les populations, les acteurs politiques sur le niveau le niveau auquel elle se trouve par rapport au 22 février. C'est normal que le groupe des 5 aille s'enquérir des nouvelles au niveau de la CENI. Oui, à ce niveau-là, justement, au sorti de la rencontre qu'ils ont eue avec la CENI, les représentants, les diplomates du groupe des 5 ont exprimé leur satisfecit, comme le confrère Écho du Pays l'écrit à la page 4. Et voilà, donc vous voyez que ces gens-là ont l'œil sur ce que nous faisons ici. Si eux-mêmes disent que après l'exposé donc de la CENI, ils sont satisfaits, ils repartent en tout cas satisfaits. Je pense que c'est à eux de toujours accompagner la CENI, selon ce qu'ils sont en mesure de faire pour l'aider, pour que le 22 février, que les Togolais puissent aller voter dans la tranquillité, dans la paix. Merci. Donc, comme tous les candidats sont en campagne et tous autant qu'ils sont, ils appellent les électeurs à se mobiliser massivement le jour du scrutin. Alors, il y a cette information que donne la CENI, qui nous informe que nous pourrons connaître gratuitement le bureau de vote. Je crois Ouara l'a écrit derrière. Seulement je me perds un peu dans mes papiers. Ok, j'ai pu trouver. Voilà, c'est un communiqué de la CENI qui nous informe, et comme Ouara le publie, qu'on peut consulter gratuitement son bureau de vote. Il s'agit d'envoyer les 19 numéros de sa carte d'électeur. Si on est à Togocel et qu'on est dans la région maritime, on envoie les 19 numéros de la carte d'électeur au 10-10 pour la région maritime, 10-11 pour la région des plateaux, 10-12 pour la centrale, 10-13 pour la région de la Kara et 10-14 pour la région des Savanes. C'est ceux qui sont à Togocel. Mais tous ceux qui sont sur Move envoient le numéro de la carte d'électeur au 10-10 et comme ça, chacun connaîtra son bureau de vote et ainsi chacun pourra aller voter s'il le vaut
s'il le veut. Et ce message est gratuit. Le SMS est gratuit. Voilà le travail de transparence, l'effort de transparence que fait la CENI, également l'accompagnement du G5. Mais il y a encore les sceptiques. Vous avez écouté l'article de confrère Le Rendez-vous, disons l'interview du professeur Dosset. Voilà, nous donnons toutes les informations, chacun se fera son opinion. Justement, vous savez, le problème togolais, il est un peu complexe. Vous allez voir que même par moment, quand vous suivez un peu les observateurs, les analystes, même les plus démocrates, ceux qui se montrent plus démocrates, par moment, moi, à mon humble avis, se perdent un peu dans leur raisonnement. Parce que le seul moyen de conquérir le pouvoir démocratiquement, c'est les élections. Et donc, je ne vois pas pourquoi on s'acharne contre ceux qui véritablement veulent conquérir le pouvoir à travers les élections. C'est vrai que le gros problème au Togo, c'est la transparence des élections. Et ça, tout le monde le sait. Même les partenaires en développement qui nous accompagnent, on sait que depuis fort longtemps, le vrai problème des élections au Togo, ce n'est pas parce qu'on ne vote pas, mais parce que la vérité des urnes n'est forcément pas celle qui est révélée au grand public au dernier jour. Et donc, c'est pour cela que je comprends également que ces observateurs-là se demandent par moment comment est-ce que les choses se passent dans le pays. Mais dans l'ensemble, je me dis, le processus se poursuit comme on le voit. Et la CENI également joue son jeu. On nous informe qu'on peut consulter en tout cas nos bureaux de vote gratuitement. Je crois que c'est un pas qualitatif, c'est un pas de franchi. Peut-être à l'avenir, on demandera à la CENI de voir si avec le même mécanisme on peut avoir une idée des tendances comme cela se fait dans les grandes démocraties. Il est 12 heures passées, nous allons nous ouvrir tantôt sur les électeurs, mais rappelez, comme nous avons parlé tantôt, des ralliements sous forme de partis politiques ou de personnalités sur la candidature de Faure Gnassingbé. Il y a cet article de Togo Matin qui écrit qu'est-ce qui explique tous ces soutiens à Faure Gnassingbé. Vous le lirez, mais un auditeur nous informe que il y a bien sûr le parti Clé et le parti Bâti qui font campagne pour Faure Gnassingbé. Il y a aussi Magloire, votre vieil ami Frédéric Abbas Kabwa et son parti MRC qui également appelle à voter pour le candidat Faure Gnassingbé. Oui, Abbas Kabwa, depuis un moment, il a dit que lui, son candidat, c'est Faure Gnassingbé et que les autres sont des comédiens. Mais attention, quand on parle de comédie ici, c'est qu'on a un... Non, c'est Kabwa qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et donc, il a fait son choix. Sauf que le choix qu'il a fait pose problème dans la mesure actuellement au sein du parti, il y a des dissidences. Au sein du MRC? Absolument. Okay. Certains ne sont pas d'accord sur la position parce qu'on insiste que c'est sa position à lui et non la position du parti. Merci. Le débat va être plus inclusif tantôt lorsque vous allez entrer en ligne. 93.5 Canal FM. Eh bien, c'est parti. Vous entrez en ligne. La technique m'annonce déjà. Monsieur Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Comment vous allez? Nous sommes là et vous nous écoutez. Je salue vos invités. Il vous salue aussi. Moi, j'aimerais présenter mes inquiétudes à propos d'un sujet-là. Oui. Le sujet du drapeau. Oui. Que Kodra a remis à Goyeme au sein de l'église. Oui. Paraît-il qu'un de vos confrères a posé une question de savoir, ou bien c'est Monseigneur Agnoro qui a dit que on remet, c'est Agbeme qui a dit qu'on remet le drapeau au cours et dans des lieux de prière. Oui. Pour le peuple, pour la cause nationale, je pense. Disons que suite aux propos du candidat Faure Gnassingbé, Agoyome a dit aussi que en d'autres circonstances, et lui aussi a vu des hommes d'église remettre des drapeaux à des personnalités qui ne sont pas nécessairement présidents de la République. C'est que à propos, j'aimerais poser la question de savoir actuellement à qui on peut poser, et si le pays ne va pas, qui est la première personne à qui on peut interpeller?
c'est pas le président de la République. Oui, le drapeau togolais, c'est toute une nation. C'est pas au président de la République qu'on a remis le drapeau, mais c'est à un autre individu. Merci. C'est vrai que ce sujet fait polémique. Je dois rappeler que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a aussi sorti un communiqué pour déplorer la scène qui s'est passée à l'église de Doumassessé. Cher ami Kofi, souffrez qu'on arrête cette polémique-là et qu'on passe à d'autres sujets avec vous-même ou bien d'autres auditeurs comme notre ami Yao Dagoué. Oui, Yao, bonjour, monsieur Sass. Oui. D'abord, dire que la politique ou la conquête du pouvoir n'est pas conceptuellement une affaire de moyens. C'est d'abord une idéologie qu'on partage et qu'on espère obtenir l'adhésion des gens par rapport à cette idéologie. Parce qu'autour de l'idéologie, il y a une vision de la façon de faire, d'organiser la société. Et on veut la partager avec les autres. Quand ils sont convaincus, ils adhèrent. Mais si on fait de la politique, monsieur Sass, avec les moyens, si on fait la conquête du pouvoir avec les moyens dans le cadre d'un régime démocratique, on appelle ça champ de conscience, on appelle ça manipulation de l'opinion. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut que ça soit clair. La deuxième chose, parce que vous parlez de ralliement, je crois, si je ne me trompe, que, excepté le cas Eric MC, dont on connaît qu'il s'était affiché aux côtés d'un bord politique donné et que cette fois-ci il a quitté ce bord politique pour rejoindre un autre bord politique et donc on peut parler de ralliement. Le reste, y compris les Toufans, je ne crois pas que à aucun moment ils étaient même en marge de l'idéologie partagée par le RPT uni. Donc du coup, le ralliement concernerait presque une seule personne. Pour ceux dont vous avez cité, je pense quand même que c'est juste un soutien qu'ils apportent et qui n'est que la consécration de leur position depuis un bon bout de temps. Merci et bonne journée. Je vous en prie, mais on peut également parler de ralliement autour d'Agboyomo Kodjo avec les partis comme la CDPA, comme le NET et d'autres encore. Si j'en oublie, chaque camp a ses ralliements. Oui, Michel. Oui, je pense que quand il dit que c'est une idéologie qu'il faut partager, il faut convaincre le plus grand nombre pour pouvoir adhérer à votre vision politique. C'est vrai, mais il n'a qu'à se rappeler que tout ça là est couronné par les moyens. Il ne peut pas soustraire les moyens de tout ce qu'il a raconté là. Merci. Il faut les moyens en embuscade. Sinon, tout ce qu'il a raconté là, on n'est pas à l'église où on peut faire dormir des gens debout dans l'espérance de voir Dieu au-delà et cotise tous les temps pour vous. Non. Merci. Ici, c'est une affaire politique. On va recevoir l'ami Kolani en ligne. Bonjour. Allô, bonjour Sass. Oui. Oui, c'est monsieur Kolani depuis Agoué. Oui. Le directeur de campagne de la dynamique Podro. Ah, ça c'est vous qui le dites. Ouais, en pleine campagne. Et puis, je vous dis que quand on parle de moyens, c'est le moyen humain, d'abord. Et puis, quand vous parlez que les gens ont rallié, il faut parler de mon mouvement aussi, PCT, pour la citoyenneté togolaise. Ah, vous avez aussi un mouvement? Oui. Et c'est avec ce mouvement que vous avez rallié le candidat de la dynamique Podro? Oui. Okay. J'ai été 2 fois d'élection, législative comme locale. Et vous avez fait quel score? Le score plus de 3000 et quelques quand les gens ont eu 2000 pour être députés à l'Assemblée. Vous comprenez? Donc, moi, sans vous mentir, cette année, il y aura passation de services. Ok. Monsieur Kolani, pour cela, attendons le soir du 22 février. Non, le 22 février, il y a deuxième tour. Ah, il y aura deuxième tour? Il y aura deuxième tour. Ah, là, c'est le militant qui parle ou bien le devin? Mais c'est une réalité pour que les grabuges ne viennent pas sur la tête de nos aïeux. Oui. Vous êtes des journalistes. Nous ne voulons plus que le sang coule pour mettre dans la tête des militants du UNI et de certains partisans de l'opposition que à la veille du 22, le 22 là, il y aura deuxième tour pour qu'on puisse amener une fois. Merci l'ami Kolani. Nous attendrons les résultats que donnera la CENI et nous verrons si quelqu'un fera faire un coup KO ou bien si 2 candidats devront jouer la deuxième mi-temps. Oui, le suivant, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour, bonjour au plateau. Oui, abonné. Oui, je veux bien faire 2 analyses. La première, c'est sur la grande faiblesse du président sortant, la corruption. Et quand vous dites que la vie, c'est les moyens, oui, vraiment, la vie, c'est les moyens. Où on se poserait la question à savoir où est-ce que ces militants et cadres ont trouvé les moyens
pour pouvoir faire les campagnes à leur manière. Si le chef de l'État avait bien puni lors des 5 dernières années, je ne pense pas que les gens auraient les moyens à leur disposition pour le déborder ou bien l'investir sur le terrain de cette manière-là. Donc, c'est à lui de voir si on va continuer dans les mêmes règles d'or où les gens pillent pendant un temps et au moment où on doit aider le chef de l'État, on vient prendre une partie pour l'aider pour les campagnes. Ça, c'est la première analyse. Deuxième analyse, c'est sur le pourcentage de 40, 60 et 20 de Palimé. Je pense que le pouvoir... Non, c'est de la région des plateaux. Disons que Focus Info, sur la base des calculs, a établi le pourcentage d'électeurs inscrits dans chaque région. Et je suis d'accord avec cette analyse-là. Sur le fait que les 6 candidats, sur les 1 semaine qu'on a passée, ils sont dans la région maritime. Et ça rime avec l'effritement des voix de l'opposition. Fabre Jean-Pierre a commencé depuis le Grand Nord. Il a commencé avec le Grand Nord, mais qu'est-ce qu'il a constaté? Par moment, ça ne prend pas. Ou bien par moment, des élèves l'empêchent. Donc, il fait une campagne bâclée. Vous voyez. Donc, les autres sont dans la région maritime et font la politique de l'effritement des voix de l'opposition. Or que le pouvoir, lui, il veut encore piocher dans la vase de l'opposition. S'il continue dans la dernière semaine avec la même méthodologie, ils seront surpris. C'est ça l'analyse que je vais faire. Merci. Les candidats apprécieront chacun dans son état-major. La technique m'annonce Johannes. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Johannes. Oui, très rapidement, mon premier point, c'est par rapport à la consultation des listes par SMS. C'est bien beau de dire qu'on peut consulter. La consultation du bureau de vote, de votre bureau de vote. Voilà, par SMS et gratuitement. Mais quand on nous dit que pour avoir les tendances bureau de vote par bureau de vote, ce n'est pas prévu par le code pénal, c'est ce qu'on nous défend depuis le code électoral, Voilà, pas le code électoral, excusez-moi. C'est ce qu'on nous défend depuis plusieurs jours sur les médias. Est-ce que cette consultation par SMS, elle est prévue par le code électoral? C'est parce que la CENI voit que c'est bienséant, ça aide la population, c'est pourquoi elle le fait. Voilà. Donc, qu'on ne nous dise pas que la consultation des bureaux de vote par bureau de vote n'est pas prévue, donc on ne peut pas le faire. C'est parce que ça touche à la clarté de l'élection qu'on ne veut pas le faire. Deuxième point, les moyens en politique. C'est bien beau, c'est bien vrai que Macron et Obama, puisque c'est l'exemple qu'on prend souvent, moi j'avais pris l'exemple la dernière fois. Mais écoutez, la différence entre qui se trouve dans ces pays par rapport à nous, pays africains, surtout au Togo, c'est que les opérateurs privés dans ce pays peuvent facilement s'afficher pour dire qu'ils soutiennent tel candidat. Au Togo, je vois mal quel opérateur privé va s'afficher publiquement pour dire qu'il soutient Fabre, qu'il soutient Agbéomé. Et après quelques jours, on ne sort pas un dossier bidon pour coller sa société. On sait ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi les opérateurs privés ont du mal à s'afficher publiquement pour dire qu'ils soutiennent tel ou tel candidat, quand bien même ils adhèrent à son idéologie. Voilà, donc c'est ce qui fait que les partis d'opposition souffrent d'avoir des moyens quand bien même ils sont crédibles. Merci beaucoup Johannes. Déjà au suivant, c'est Papa Sibiti, bonjour. Bonjour mes directeurs. Oui. Vous voyez, je le disais toujours et je le dis, la politique c'est l'affaire des moyens. Les pays dont vous parlez, la France, les États-Unis, est-ce qu'ils font des cadeaux aux gens? Non, il faut refuser, mais ici, si on le fait, les gens sont prêts. Si M. Gourmet et le président Fabre va donner des moyens, ils vont prendre. C'est le manque de moyens. Bon, j'en passe. Deuxièmement, M. Sass et les directeurs là-bas, c'est la politique, le Togo, c'est déplorable. Vous voyez, est-ce que c'est la liberté? Voyez ce qui se passe dans les campagnes là,
les gens s'insultent, on va parler du président, parler de cela. Est-ce que c'est bon ça? Parce que ça ne crée pas une haine et une division entre les Togolais. Justement, les Togolais, certains pour Agoumé, oui. Le président Agoumé, d'autres pour Fabre, d'autres choses. Et avec ce qu'ils envoient sur les réseaux sociaux là, insulter, les injures, habiller les chèvres de tel en bas. Nous allons être unis. Les Togolais, ils ne seront pas unis. Merci, Papa Sibiti. C'est pourquoi Flambeau des démocrates condamne ces escalades verbales qu'il faut éviter à tout prix pour le déroulement pacifique et transparent de notre processus électoral. Merci, Papa Sibiti. Pelé, bonjour. Oui, bonjour, oui. Monsieur Sass. Bonjour le plateau. Oui, nous vous saluons aussi. Oui, quand on parle que pour voter Fogna Singé, c'est pour garantir la sécurité. Et les 1000 braqueurs qui sont sur nos territoires, on a une fois arrêté un quand on parle de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur a passé sur les médias pour faire un bilan. Je ne sais pas si c'est un ministre du bilan. À chaque fois, on fait des miracles, il y a tel braqueur, mais on ne les arrête jamais. Où se trouve la sécurité. Quand on parle de drapeaux, en vertu de quel pouvoir on a enterré M. Assindé Korosa avec le drapeau togolais, avec Maman Darida, le drapeau togolais. De quel pouvoir? Merci. Je vous en prie. Ce que je sais, c'est que le drapeau, c'est l'emblème par excellence de tout pays, comme nos armoiries, comme notre devise. Ce sont des symboles. Les religieux parleraient de sacré, mais en républicain, on doit dire quand même des symboles à respecter. Sandro, bonjour. Oui, bonjour, Sass. Oui. Bonjour le plateau aussi. Oui, les amis vous saluent aussi. Ok. Et quand l'autre là, Michel Tchadja parle tout à l'heure de moyens pour la politique. Et moi, je voulais seulement m'appesantir sur quelque chose. Bon, nous tous, nous avons des progénitures en cours. Et si en ce moment, on peut inciter encore nos enfants à travailler pour leur expliquer que c'est le travail qui paye ou bien c'est les moyens qui donnent à quelqu'un ce qu'il a envie de faire. Là, ce que je voulais dire par là, c'est que actuellement, si on incite aux jeunes au travail, est-ce qu'on peut donner, par exemple, le président de la République comme référence à nos enfants pour leur expliquer de travailler pour Ami Sandro, oui. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez bien compris l'idée de Michel, mais pour faire la campagne depuis 5KC jusqu'à Djankase, est-ce que les candidats n'ont pas besoin de moyens aussi bien en ressources humaines que matérielles et financières? Bien sûr, on a besoin de ces moyens, mais en premier lieu, c'est que la personne devait être apte pour avoir une conviction pour ce qu'il doit faire. C'est en ce moment-là qu'on demande à ces candidats de bien travailler sur le terrain et non pas d'avoir de moyens. Premièrement, il faut qu'ils travaillent sur le terrain. Mais vous convenez quand même que le militant a besoin de moyens pour aller porter son message aux électeurs? Bien sûr. Je pense que c'est les candidats doivent avoir le moyen. C'est ce que Michel a quand même voulu dire. Voilà. Ce que moi aussi je voulais expliquer à Michel, c'est que il faudrait que nous apprenons à nos enfants l'ambition. Il faut que les enfants aient l'ambition pour pouvoir réaliser quelque chose pour demain. Et là, nous devons leur pointer les champs pour leur montrer. Merci. Michel va avoir 1 minute pour peut-être repréciser le fin fond de sa pensée. Mais nous prenons comme la vie d'Agoé pour terminer aujourd'hui. Bonjour comme la vie. Bonjour les invités. Oui. Oui, j'interviens sur 2 points, surtout à propos des moyens que Michel Tchadja venait de nous évoquer. Oui. Les moyens, c'est bon pour les élections. Et si la personne n'a pas de moyens, et Adema, quand il était venu au pouvoir, s'il avait les moyens... Vous savez vous-même comment Adema pris le pouvoir? Oui, je ne refuse pas. Il avait des moyens avec les armes. C'est les armes. Oui. Mais ici, on ne parle pas des armes, c'est les moyens financiers. Oui. Quand il est venu, il a préparé un lit pour son enfant. Et les moyens que fera aujourd'hui, ce n'était pas pour ses propres efforts. C'est les contribuables qui l'ont aidé à avoir ces moyens. Secondo, les campagnes, vous évoquez qu'il y a en train de
sillonné tous les recoins et il y a eu mobilisation. Ça c'est bien. Ces mobilisations-là ne veulent rien dire parce que c'est leurs électorats qui convoient de région en région. Je me rappelle à 98, quand on était à Takpamé pour les élections, on a trompé Yadema, ils sont allés se coder, Badou, convoyer les gens au stade d'Atakpamé. Quand Yadema avait vu la foule là, il était content, il dit, tel que je vois, c'est un coup KO. Mais qui s'est passé après? C'est pas J-Christ qui rapportait les élections. Donc c'est peut-être ce même scénario qui veut... Merci, mais nous parlons de la présidentielle de 2020 avec Faure Gnassingbé et les autres. C'est ça, non? Ça fait partie de ces moyens-là. Merci. Vous avez été bien percutant dans vos prises de position et commentaires. C'est très bien, c'est ce qui enrichit l'émission. Michel, beaucoup d'auditeurs sont revenus sur les moyens. Je rappelle que un autre auditeur, c'est Papa Sebiti, a justifié ce que vous avez dit. Non, mais je pense que vous devez peut-être repréciser ce que vous avez dit. Non, ils ont compris. Je pense qu'ils sont frustrés par la machine offensive de UNIR. Ils sont frustrés. Je vois leur... Sinon, ils comprennent ce que je dis. Pour répondre au premier, je ne dis pas que je n'appelle pas les enfants à être paresseux. Faure n'a pas été paresseux. Et quand il était élève, ou bien quand il était étudiant, avant même qu'il ne vienne au pouvoir. S'il est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il a travaillé. Même si les gens trouvent qu'il a hérité de son père, mais il continue par travailler. Et qu'on n'aille pas me demander où est-ce que UNIR a trouvé ces moyens. À chacun d'aller chercher. Moi, je ne sais pas. Mais je constate que UNIR a les moyens de sa politique. Que ceux qui connaissent là où UNIR a pris, qu'ils viennent l'expliquer. Sinon, moi, je ne sais pas. Et mais le dernier intervenant qui dit que, rappelez-moi un peu, qui dit que il expliquait par rapport aux moyens là, il disait que les gens... Bon, il a voulu dire ce qu'on appelle communément import-export. Import-export. Quand on transporte les gens de tout coin pour montrer grande affluence au meeting. Non, ce discours, on le connaît. Pendant des années, c'est ce que l'opposition a toujours servi à ses militants et à l'opinion, mais ils ont été toujours battus. Moi, je ne vais pas me mettre dans ces débats d'arrière-pièce. D'arrière-pièce, oui. Non, mais franchement, ça, moi, je suis un peu peiné par, pour moi, c'est des petits détails. Quand que quelqu'un a mobilisé la plus grande foule au Togo, je ne sais pas. Voyez-vous, aux États-Unis, par exemple, les meetings, c'est dans des salles. Est-ce que je me trompe, ça, ce gars-là? Que ce soit Barack Obama, que ce soit Hillary Clinton, que ce soit Donald Trump, c'est des rôles. Et là, personne ne parle de foule. C'est ici, chez nous, nous sommes des apprentis en matière démocratique, mais on s'attarde beaucoup plus sur des petits détails. Honnêtement, je ne sais pas si ici ma voix ne peut pas loin, mais je le dis. En tout cas, je suis convaincu qu'un jour, les Togolais comprendront que la politique, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées et on va sortir de ces petits détails. Vous avez vu, il y a une majorité d'auditeurs qui ont appelé, qui sont revenus sur l'affaire du drapeau. Et un auditeur même a posé la question, le grand frère du général Yadema Koromsa est décédé, on l'a enterré avec je n'ai pas les preuves, mais c'est l'auditeur qui le dit, on l'a enterré, ou du moins les cérémonies se sont déroulées avec le drapeau. De quel droit on a fait ça? Et donc, il a aussi évoqué le cas de Maman Dani, la maman du général. C'est pour ça, moi, je me dis, le président de la République aurait pu éviter de rentrer dans ce débat. On ne serait pas là aujourd'hui. Et ça, je le dirai toujours. Et donc, je me dis, en réalité, le terrain politique, c'est un terrain en mouvement de façon permanente. Le problème du Togo, c'est parce que l'alternance, c'est que ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas encore l'alternance. C'est pourquoi, quand quelqu'un soutient quelqu'un aujourd'hui, et par rapport à des détails donnés, demain estime que celui-là est le candidat le mieux placé, donc je me plie de son côté, on peut le tasser de tout. Alors qu'en réalité, si c'est qu'il y avait alternance et que quelqu'un au pouvoir, tu sais que il a à peine tout au plus 10 ans à faire, il va quitter. Merci. Personne ne s'attardera sur les personnes des gens, mais par rapport aux idéologies et aux convictions que les gens développent. Et je sais que du jour au lendemain, ça viendra au Togo également. Merci. Pour ce qui est des moyens pour clore le débat, nous avons rappelé, comme Focus de l'info l'écrit,
que la loi plafonne les frais de campagne à 500 millions de francs CFA. Et c'est Michel Tchadja qui a également invité l'instance appropriée de suivre la campagne avec vigilance pour nous situer. Et ni Michel ni personne n'a justifié là où les candidats trouvent ou ont trouvé les moyens. Mais ce qui est quand même une évidence, Magloire, mais quand même pour faire de la campagne, depuis Djankassé jusqu'à c'est clair, c'est une question de moyens. Et les candidats qui n'ont pas les moyens, on les voit qui préfèrent aller sur les marchés, qui préfèrent aller faire le porte-à-porte. Maintenant, comment les gens ont trouvé leurs moyens? On a aussi parlé de la corruption, notamment de la Aplusia, et Gilbert Bawara qui a dit que le Fort Gnassingbé va veiller à sévir contre tout ce qui s'apparente à la corruption. Sur ce plan, moi, tu sais, je vais accuser les institutions de la République, comme Michel le dit, surtout celles qui sont censées contrôler. L'inspection générale d'État et la Cour des comptes. Je l'avais dit ici il y a quelques semaines. Le secrétariat d'État américain a sorti un rapport sur le Togo. C'est au dernier trimestre de l'an 2019, mais peu de Togolais ont connaissance de ce rapport. On ressortait un peu les réelles causes, n'est-ce pas, de la corruption au Togo. Et le rapport dit en ce sens que les institutions qui sont là n'ont véritablement les moyens de leur politique, qui n'ont pas les moyens de mener des enquêtes et publier des enquêtes. C'est pour cela que elles sont là, certes, mais on ne sent pas véritablement leur plan. Et donc, c'est pour ça que je me dis, ça, je suis d'accord. Si le président Bawara le dit, ça voudra dire qu'en 15 ans, ils n'ont pas pu le faire. C'est bien si c'est maintenant qu'on va pouvoir le faire. Mais le plus important, c'est de mettre les moyens à disposition des institutions qui sont là pour qu'elles fassent bien leur travail. À propos des institutions, il y a la Aplusia qui a sorti son rapport bilan. Il faut que je trouve encore le journal Liberté qui en parle aujourd'hui. Voilà la page. Le bilan de la lutte contre la corruption au Togo. C'est un bilan établi par le président de la Aplusia et que publie Liberté. Et je sais que la Aplusia est ouverte. Si on a des faits avérés de corruption, on peut le signaler sur un numéro vert à la Aplusia. Si quelqu'un a des doutes sur les frais de campagne d'un candidat, si on en est certain, on en saisit la Aplusia et on verra ce qu'il en fera. C'est la Aplusia qui juge de ça ou... En fait, voilà. Parce que c'est vrai, il faut que chacun fasse sa part dans la grande chaîne citoyenne que nous sommes. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, Magloire. Nos amis Alexandre Cormon et son acolyte nous ont quittés, mais l'émission a été animé avec beaucoup d'intérêt. Je vous en remercie. Alors, votre carton de fin d'émission, Magloire? Mon carton, il est un carton vert, carton de cœur à Monseigneur Nicodème Bariga, le nouvel archevêque métropolitain de Lomé. Parce que le mardi passé, le monde entier a célébré la journée internationale des malades. Il n'est pas resté dans son bureau ou à la cathédrale de Lomé. Il a pris son bâton de pèlerin. Il est allé au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé où il a prié avec les malades. Il a fait des impositions de main sur les malades. Et après, il s'est entretenu avec le personnel soignant de l'hôpital Sylvanus Olympio en les galvanisant et en leur disant en ce sens que ce qu'on veut d'eux, c'est de se mettre à disposition des malades et de les accueillir bien. Donc je crois que c'est pour dire en réalité que l'Église catholique véritablement joue son rôle, qui est le rôle social dans et je rappelle que Monseigneur Bariga va célébrer une messe pontificale pour les malades. Ce sera le dimanche en la paroisse Saint-Martin de l'Ouganda, ici à côté. Michel, votre carton de fin d'émission? Non, mon carton, il est vert et il a l'endroit de la force, en tout cas, les FOSEP 2020, parce que c'est messieurs, dames, moi, j'ai fait un peu le tour vers le nord jusqu'ici. J'ai vu qu'ils abattent un travail. Oui, vraiment. Mais l'ANC les accuse, de se montrer indifférents lorsque ces meetings ont été perturbés, notamment. Ce n'est pas comment l'appelle-t-on, le reproche de l'ANC seul qui permet de blâmer cette force. Ce n'est qu'un incident et je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. Mais globalement, ils font un travail qu'il faut relever. Merci. Nous terminons avec la pensée du jour. La véritable intelligence
est celle qui souffre de son insuffisance. C'est André Gide qui l'a écrit et notre compatriote Agba de Landa a repris cela dans son roman « Si l'idée ne germe ». Rendez-vous demain, vendredi, à 11h. Et si tout se passe bien et tout se passera bien, grâce à Dieu, nous pourrions avoir un candidat ou l'un de ses porte-paroles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ne manquez pas le club de la presse de demain vendredi.